bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 33. Et je suis très heureux et nous sommes très honorés de la présence de Marie Fontanelle, qui est représentante de la France auprès du Conseil de l'Europe. Mais je ne vais pas l'appeler Excellence comme il faudrait le faire pour une ou un ambassadeur, mais que ce qui prime à l'Odyssée, c'est le protocole de l'amitié. Alors, chère Excellence, chère Marie, merci beaucoup à toi d'être venue et participer à cette conversation de l'Odyssée. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être ici dans cette si belle salle, en si bonne compagnie ce matin. Je te remercie, chère Marie. Donc, Marie est à peine arrivée l'année dernière, à cette même période, d'ailleurs au mois d'août, nous a fait l'honneur et l'amitié de participer au jury de la manifestation consacrée au film soutenu par Eurimage qui s'appelle Étoiles du cinéma européen. Et cette année, je suis très heureux parce qu'elle a bien voulu accepter d'assurer la présidence de cette manifestation. La femme est l'avenir de l'homme, comme dit une très belle expression française. Eh bien, c'est formidable quand on a des ambassadrices qui acceptent en plus d'être présidente du jury de cette manifestation. Marie, j'ai été un peu long dans mon introduction, mais je te remercie de participer à cette conversation. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de choses de culture. Rassure-toi, je ne te parlerai pas de mon pays de naissance, où les choses vont très très mal, du point de vue des droits de l'homme et de l'humanisme, en tout cas. Je te parlerai de la culture. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que ce que toi tu penses en tant qu'être humain, en tant que femme, mais aussi en tant que représentant de la France, de l'impact de la crise sanitaire, de la crise du Covid, sur la culture. On a entendu dire qu'avec le confinement, il y avait des activités essentielles, des activités non essentielles. Tu me permettras de ne pas être d'accord avec ça. On a entendu dire qu'avec le confinement, c'était plutôt des pratiques culturelles de salon ou à domicile qui ont, par la force des choses, prévalu plutôt que le cinéma, les arts du spectacle, qui sont des liens sociaux en même temps. Donc, la culture a été mise à rude épreuve, mais pas que la culture. Quel est le point de vue que tu portes sur cette question? Tu as la parole et je tourne le bouton du son pour que tu parles bien, pour t'entendre bien. Alors, il faudrait 5 heures de dissertation là, pour répondre, essayer d'avoir une réponse à ta question. Et ma perception, est vraiment en tant que Marie, et pas forcément en tant qu'ambassadrice, mais c'est que oui, bien sûr, comme tout le monde, la culture a été mise à rude épreuve à partir de mars 2020. Elle a disparu, on n'a plus pu venir ici, aller au spectacle, etc. Et on recommence depuis quelques mois à y venir. Et en même temps, mon impression, c'est que la culture n'a jamais disparu, elle ne le peut pas d'ailleurs. Et précisément en temps de crise, c'est aussi une façon de réinventer, de trouver d'autres moyens. Et moi, il me semble que tout au long, en tout cas du premier confinement, la culture est vraiment revenue par la fenêtre à chaque fois que certains, que ce virus surtout, essayait de l'en chasser. Et j'ai convoqué quelques souvenirs en me rappelant cette période qui était effectivement difficile parce qu'on était tous chez soi. Et en même temps, j'ai en tête ce magnifique... Moi, j'aime beaucoup la danse. Que d'ailleurs j'ai pratiqué chaque samedi avec Bruno Boucher, le directeur de la danse de l'Opéra du Rhin, puisqu'il offrait de son temps pendant ce confinement en faisant un cours ouvert à tous, qui était absolument fabuleux. Et j'ai en mémoire ce magnifique ballet, film, création, fait par Clapiche, Cédric Clapiche avec l'Opéra de Paris. Ça donne 5 minutes sur Internet pour d'extase esthétique sublime. Donc ça a permis ça aussi, cette crise. Moi j'ai des enfants qui ont tous dû composer sur le Getty Museum Challenge pendant le confinement, où les profs leur donnaient cet exercice qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux de travestir un tableau, une œuvre artistique, pictorale, un tableau de peintre très connu. Bon, ça a permis, nous, avec les enfants, de faire des recherches, de regarder les tableaux, d'essayer de composer, de se déguiser. Donc,
d'une certaine façon, ça donne aussi, les périodes de crise, d'autres moyens d'accès à la culture. Évidemment, ça reste un bonheur de retrouver le plaisir d'une salle noire, le plaisir de partager ensemble avec des spectateurs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas un moment unique. Mais voilà, c'est aussi dans la contrainte parfois on se réinvente, on s'adapte et qu'on ouvre la voie à de nouvelles formes de culture et d'accès, en partie peut-être plus démocratique. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a que du mauvais dans cet épisode. Comme dit l'expression française, quelque chose malheur est bon. Donc il y a cette formidable capacité de rebond que l'être humain a à titre individuel et collectif. Mais tout de même, il y a eu... moi je pense que c'est plus une maladresse parler de secteur non essentiel parce que c'est aussi un supplément d'âme, la culture. Je t'avais dit une fois, quand il y avait le siège de Sarajevo, les casques bleus, ce qui était absurde, ils autorisaient l'envoi de boîtes de conserve, de couvertures, d'habits, mais ils refusaient qu'on apporte des livres ou des disques ou des VHS, c'était des cassettes à l'époque, ce qui est absurde. Parce que l'être humain n'est pas un tuyau ambulant. Non, mais je ne commenterai pas effectivement ces choix qui obéissent à de nombreux critères et pas seulement le critère de la culture est-elle ou pas un bien essentiel. Il y avait d'autres enjeux, notamment sanitaires, qui ont justifié ou ont conduit en tout cas à essayer de faire le moins mauvais choix à un moment donné. Et j'en ai souffert à titre très personnel parce qu'effectivement, comme toi, j'aurais souhaité que plus soit possible, mais je ne le commente pas parce que j'ai conscience aussi de la difficulté des décisions politiques en temps de crise et je suis à peu près certaine en revanche que ça n'a jamais voulu envoyer un signal négatif en tout cas au secteur culturel qui au cours de cette période, je dois aussi le dire en tant que représentant du gouvernement, a été beaucoup aidé en France. Et c'est de manière spectaculaire même. Absolument. Oui. Alors, comme tu es au Conseil de l'Europe, qui est une instance, un organisme de coopération intergouvernementale et de coopération pluripartite, si tu regardes au prisme de l'horizon européen des pays membres du Conseil de l'Europe, ces rapports entre crise et culture, est-ce que tu as un point de vue ou est-ce que tu as des informations? Comment elles se déclinent ailleurs? Alors, c'est difficile à apprécier parce que le Conseil de l'Europe n'a pas de compétences en gestion de crise sanitaire, donc on n'a pas eu à prendre des décisions collectivement à plusieurs dans ce registre. Ce qui me frappait en revanche, c'est qu'évidemment, on est au moins 47 ambassadeurs, puisque nous sommes 47 États membres du Conseil de l'Europe, de la Russie au Portugal, de l'Irlande à l'Azerbaïdjan. Et les réactions que mes collègues ont eues et me partageaient avec moi pendant cette crise témoignaient de la façon dont dans leur pays, probablement, le même sujet était traité. Et je me souviens avoir eu beaucoup de conversations avec des collègues au moment où les librairies, notamment, ont d'abord été fermées, puis ont été ouvertes. Et beaucoup témoignaient du fait qu'on attendait justement de la France qu'elle envoie finalement un peu le signal un peu avant-coureur, le signal qui serait très utile, me disait-il, dans leur pays, que la lecture, les livres doivent rester justement un bien de première nécessité. Voilà ce que je peux témoigner, mais sinon, en dehors de ça, en termes institutionnels, je dirais qu'il n'y a pas d'autres éléments tangibles, puisque nous n'avons pas eu à en connaître dans nos fonctions. Donc, ce que tu dis signifie que chaque pays, évidemment, se débat avec la crise, qu'elle essaie de gérer comme il peut, chaque pays. Mais en même temps, on regarde vers la France, parce que c'est quand même une référence. Je crois, alors en tout cas, ce que me partageaient les collègues, c'est qu'on regarde vers la France, d'abord parce que c'était le pays hôte, et que mes collègues vivent en France, leur famille vit en France, et donc, en tout cas pendant quelques années, ils se mettent au diapason des règles, et en tout cas pendant la crise, des règles sanitaires et des choix français. Donc c'est tout à fait légitime qu'ils discutent et qu'on en échange, mais je crois effectivement qu'au-delà de ça, il m'a semblé qu'il y avait une attente de France
dans plusieurs domaines, et y compris dans le signal sur la politique culturelle et la façon dont nous continuions d'essayer de faire vivre le secteur culturel en France. Donc oui, il m'a semblé que nous avions peut-être une responsabilité particulière. On l'a eu beaucoup dans le passé dans mon combat sur l'exception culturelle européenne. La France a été leader et continue d'être leader sur beaucoup de projets européens. Elle l'a été par exemple sur le fonds Eurimage et elle l'est toujours le fonds Eurimage du Conseil de l'Europe. Donc je pense oui que nous avons une responsabilité particulière dans ce secteur en Europe. Oui, l'exception culturelle qui avait notamment été le ministre de la Culture de l'époque, c'était Jack Allgood. D'accord. Jacques Toubon, qui est, que j'ai eu le privilège de connaître personnellement, qui a été président d'Eurimage aussi, Jacques Toubon, et qui a été assez exemplaire dans ce combat-là. Alors, ce que je voulais te demander, c'est que, et je te dire, c'est l'occasion pour dire combien je te suis très reconnaissant, parce qu'à peine arrivé l'année dernière au mois d'août, tu acceptes, avant même alors qu'il y avait d'autres priorités pour ton travail, de participer au jury de Étoiles du cinéma européen, consacré aux films soutenus par Eurimage. Mon siège est à Strasbourg, dont la présidente actuelle c'est Catherine Trottmann. Et donc, pourquoi tu as accepté et quelles sont les premières leçons que tu en as retirées de ta première participation? C'est difficile de refuser un cadeau en fait, donc on m'a appris dans mon éducation de ne pas refuser un cadeau. Moi j'ai pris cette proposition de participer au jury vraiment comme un cadeau. Bien sûr, quand on arrive, on prend un nouveau poste, il se passe beaucoup de choses, mais la surcharge d'activité ne m'a jamais fait peur, et en réalité tu m'as fait un cadeau. C'est un privilège en fait de pouvoir faire partie de ce jury, de se consacrer pendant quelques semaines à la au visionnage de films sublimes que dans mon quotidien je n'irais pas forcément voir. Certains oui, pas tous, parce que comme je l'ai déjà dit et tu le sais, j'ai 3 enfants, et donc ces dernières années j'ai quand même beaucoup plutôt été avec eux au Cinoche des Gosses chez toi ou dans d'autres cinémas pour aller voir du cinéma d'animation, et donc je n'avais pas forcément le temps en fait de pouvoir me consacrer à ce cinéma que propose le festival Étoiles, et donc c'était un cadeau, voilà, et un bonheur en fait d'avoir l'occasion de visionner ces films et de le faire en plus avec mes nouveaux collègues ambassadeurs. Ça apporte une richesse immense de pouvoir partager, échanger, contredire le cas échéant et nos perceptions sur les films. Et tu m'as interrogé sur les enseignements que j'en tirais l'année dernière. Ce qui m'avait frappé le plus, c'est finalement le dialogue d'une certaine façon, ou le miroir, l'effet miroir, entre les films que tu nous proposais et la réalité intergouvernementale, politique européenne que je commençais à appréhender au Conseil de l'Europe. On avait notamment choisi de promouvoir un film dont le titre est trop long, mais que j'appelle Barbare, mais tu sauras me dire le titre exact, qui est un film roumain, si je ne me trompe pas, dédié, dont l'objet et dont le sujet portait sur une reconstitution historique. Peu m'importe que l'histoire me considère comme des barbares. Voilà, merci beaucoup. Je n'ai pas assez révisé donc, avant de venir ici. Et donc une reconstitution historique de la bataille d'Odessa et de toute cette partie de la Seconde Guerre mondiale à ses frontières de la Roumanie, au même moment où, au Conseil de l'Europe, nous étions en train de finaliser un nouvel accord partiel, mettant en place l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, qui était un projet que la France avait porté dans sa présidence française du Comité des ministres en 2019, et qui a pour objet d'essayer de mieux connaître et d'inciter les États à investir plus dans l'enseignement de l'histoire à l'école, comme un investissement pour les générations futures, puisque savoir d'où on vient est une clé de compréhension du présent et de construction de l'avenir. Et je trouvais une très forte résonance entre ce qu'on était en train de négocier concrètement tous les mercredis en comité des ministres au Conseil de l'Europe sur cet observatoire et ce film
il n'y avait pas meilleur finalement ambassadeur que ce film de notre projet d'Observatoire d'enseignement de l'histoire. Et je pourrais d'une certaine façon, tous les autres films, Rhodes, Les Siffleurs, que nous avons vus l'année dernière grâce à toi, grâce au festival, ont tous une résonance avec l'activité du Conseil de l'Europe. C'est ce qui m'a le plus frappé et c'est évidemment du coup ce que je suis très impatiente de retrouver dans cette nouvelle édition. Ce qui est rassurant pour le Conseil de l'Europe, ça prouve que le Conseil de l'Europe est en phase avec les préoccupations à l'œuvre dans une époque, parce que le propre d'un film, c'est aussi d'être comme une éponge, d'avoir la faculté d'absorber les déterminations, pour parler un peu snob intello, à l'œuvre dans la société, soit en mouillant l'été de préférence. Donc, et puis moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que l'expérience de Étoiles, c'est que c'est une espèce de balance permanente et d'équilibre instable, improbable mais réel, entre l'aspect humain privé et la fonction diplomatique, parce qu'il arrive que deux ambassadeurs qui sortent d'une réunion du Conseil d'Europe où ils sont affrontés amicalement, mais ils sont opposés parfois durement, eh bien ils arrivent à descendre le même film dans une discussion. Exactement. Et après ils retournent se disputer. Donc ça, humainement, c'est une drôle d'expérience et en même temps ça correspond à la convivialité qui est un de nos objectifs ici à l'ODC. Et alors, pourquoi tu as accepté d'être présidente? Pardon? J'avais accepté, j'avais le choix, je pouvais refuser, mais pour la même raison d'un immense cadeau que tu m'as fait une deuxième fois, de me proposer de faire partie à nouveau du jury. Et puis j'ai compris que mon collègue Michele Giacomelli, l'ambassadeur d'Italie, qui était président l'année dernière, évidemment, lui s'apprête à assumer une présidence du comité des ministres à partir de novembre. Je mesure la charge et il ne pouvait pas récidiver. Je sais qu'il l'aurait voulu, je pense. Et donc par amitié pour toi comme par amitié pour lui, j'ai accepté d'essayer de lui succéder. Ça ne va pas être chose facile, mais on va essayer. Mais si, tu vois, je n'ai aucun doute, les yeux fermés et les yeux ouverts aussi, aucun doute. Donc, maintenant parlons un peu plus de toi et du cinéma, et de ta relation, je ne vais pas dire intime, mais personnelle. Commençons par ton enfance. Tu es très jeune encore, chère Marie, mais tu n'es plus une enfant, heureusement pour toi, c'est pour ça que tu en as, des enfants. Quels sont tes premiers souvenirs de films? Et si possible dans une salle du 7e art, enfin une salle de cinéma. Alors, j'ai eu, je pense grâce à mes parents et à une époque où... Je tourne un peu le bouton du son. Ah pardon, il faut que je parle plus fort, merci beaucoup de me le rappeler. À une époque où on allait au cinéma, bien sûr, on regardait moins de films à la maison, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télévision, mais j'avais même pas de cassette VHS au tout début de mon enfance, donc les films étaient rares et précieux, et j'ai le souvenir de mon premier film, comme tu disais, dans une salle de 7e art, véritablement ouvert sur des films qui ne sont pas des films d'animation d'enfants, avec mes parents, je crois, début des années 90, ils m'emmènent voir un film en version originale. Pour moi, à l'époque, franchement, quand j'y suis allée à reculons en me disant « non, quelle horreur, je vais rien comprendre ». Enfin, je devais être au collège quand même, mais je parlais quand même pas encore assez bien anglais. Et nous sommes allés voir, ils m'ont emmené voir Hidden Agenda, Secret Défense, je crois en français, de Ken Loach, en anglais, du coup, version originale. Et tout aussi réfractaire étais-je à y aller et tout aussi bouleversée en suis-je ressortie. J'ai véritablement un souvenir très fort de ce film qui, si je me rappelle bien, se situe en Irlande du Nord. Enfin, voilà, en tout cas, ça pose le film, en tout cas, dans ce conflit et ce territoire conflictuel. Là encore, un lien avec l'histoire dont je parlais tout à l'heure. Et puis, ça m'a ouvert, du coup, sur ce cinéaste que j'ai adoré par la suite, Ken Loach, tant pour ses films politiques que ses films un peu plus sociaux. Et puis, voilà, c'est mon premier souvenir de film en version originale.
et qui m'a donné une ouverture finalement sur le monde. C'est en fait ça le cinéma. Et après j'ai prolongé, j'ai retrouvé, je pense après, eu un goût effectivement pour ces films un peu politiques ou resituant des histoires, enfin des États ou des pays dans leur histoire politique, en découvrant, mais plus tard, j'étais étudiante, les films de Costa Gavras, Z, L'Aveu par exemple, j'ai des souvenirs très précis. J'ai un souvenir aussi très fort d'un film que j'ai adoré, le cinéaste, je l'ai oublié, mais c'est I comme Icare. C'est Verneuil. Verneuil, voilà. Henri Verneuil. Henri Verneuil. Et alors, autant pour l'expérience psychologique qu'il met en scène, qui est quand même troublante, terrifiante, que pour le contexte politique, l'assassinat. On lui a prêté des similitudes avec l'assassinat de JFK, je crois. Je me souviens vaguement. En tout cas, j'ai bien aimé explorer ces films un peu politiques. Et puis aussi, et donc Ken Loach m'a finalement emmené sur ces deux jambes, le cinéma un peu politique et le cinéma social, la description d'univers sociaux que je ne connaissais peut-être que dans les journaux télévisés, ou en tout cas j'ai eu la chance de ne pas les connaître chez moi. Et de manière générale, j'ai toujours été attirée par ce cinéma qui décrit des atmosphères, des ambiances, des époques. J'adore toujours Claude Sautet, par exemple, dans un autre genre de cinéma social, pas la même, en tout cas, c'est pas la même description tout à fait de l'univers social, mais ces descriptions de savoir capter. Enfin, je suis fascinée en fait par les cinéastes qui savent capter et traduire aussi bien un moment, une époque. Clapiche, dont je parlais tout à l'heure aussi, qui est à mon avis un héritier totalement de Claude Sautet. Clapiche qui est venu à l'Odyssée 2 ou 3 fois et il nous a dit à cette occasion que sa copine était étudiante de l'époque, était étudiante à Strasbourg, et que donc lui venait souvent et qu'avec elle il venait en tant que spectateur à l'Odyssée. Voilà, donc j'en aurais d'autres. J'ai découvert peut-être plus tard le cinéma asiatique, que j'aime aussi beaucoup et qui fait le lien avec une tranche de vie que nous avons eu avec mon mari au Vietnam. Donc j'ai des souvenirs d'avoir vu, avant de découvrir le Vietnam d'ailleurs, par exemple À la verticale de l'été de Cha Dong Dao, que pu sûrement être diffusé ici, j'imagine, et puis un peu plus tard Wong Kar-wai, In the Mood for Love, récemment Parasite. Ils ont tous été diffusés. Voilà, ils ont tous été diffusés ici. Donc tu me demandais, les films, ça j'ai beaucoup aimé aussi découvrir ce cinéma asiatique. Et à chaque fois c'est des accès, ça ouvre une fenêtre sur des univers, d'autres vies que la mienne, pour paraphraser un roman que j'adore. Tu as évoqué notamment Henri Verneuil, et je suis très content que tu l'aies fait. C'était pas concerté, tout à fait. Henri Verneuil est un excellent réalisateur que les snobs appelleraient Qualité France, alors qu'il est d'origine arménienne, Henri Verneuil, il faut le rappeler, et il a su faire des films engagés, alors comme Icare, engagés mais grand public. Voilà. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas un point de vue, c'est mon point de vue, et je vous en kikine, mais il essaye de défendre des valeurs. Et dans I comme Icare, il fait allusion à cette expérience dans les années 60 sous contrôle pseudo-médical. On donne aux gens la possibilité de punir des cobayes qui sont des comédiens, à qui on pose des questions et chaque fois qu'ils répondent faux, il y a une décharge électrique. Et la question est de savoir est-ce qu'ils sont prêts à mettre une décharge électrique potentiellement mortelle. Et il y a 15% à peu près qui refusent et tous les autres acceptent. Ça m'a beaucoup interrogé, frappé. J'y pense souvent et ça m'a constitué même. Je cherchais le mot, c'est-à-dire que grâce au film, finalement, j'ai découvert l'expérience réelle, 1000 grammes, je crois, je ne sais plus le nom exact. Alors le film, il paraît que les puristes diraient que le film ne retrace pas exactement la vraie expérience, mais peu importe, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu moi et ce qui continue aujourd'hui de me constituer, c'est la force de l'autorité, c'est l'effet de la blouse blanche, parce qu'en gros, quelqu'un qui a une blouse blanche ou incarne l'autorité,
est capable finalement d'emmener... d'accaparer la volonté des autres. Voilà, et d'emmener certains à faire des choses que la raison réprouverait et l'éthique réprouverait. Et j'ai toujours été sensible, ce que j'appelle moi dans mes mots, du coup, à l'abus de position dominante. Et j'en ai fait pour moi une sorte de principe, ou en tout cas j'y suis sensible et fréquemment, y compris quand on exerce des fonctions à mon niveau, qui est un petit niveau, mais des fonctions d'autorité ou de... Je veille. Et pour moi, c'est comme un petit Jiminy Cricket qui s'est mis dans ma tête grâce à ce film sur le risque d'abus de position dominante. On peut être en position dominante parce qu'on a un métier, une autorité naturelle, que sais-je. Le rôle de parent, par exemple, c'est aussi une position de facto dominante. Mais le but et l'objectif et la valeur, l'éthique, est de ne pas en abuser. Et cette conscience, je crois que je l'ai eue grâce au cinéma, ce qui est quand même ce qui traduit la force, je pense, du cinéma et de pourquoi tu fais ce métier merveilleux. Et donc le cinéma, non pas au sens du mot de politique politicienne, mais doit avoir une implication et un engagement politique, enfin un caractère politique, c'est-à-dire au nom pour la défense d'un certain nombre de valeurs communes. En tout cas, alors je ne saurais pas dire si ça doit être systématiquement son intention, et ça il faudrait interroger les cinéastes eux-mêmes et pour l'intention qu'ils mettent dans un film. Parfois, souvent, j'imagine, enfin pour avoir écouté, j'imagine comme les romanciers, ils expriment plutôt ce qu'ils ont en eux, donc ça ne veut pas dire qu'il y a une intention politique, mais en tout cas, en tant que spectateur et en tant que collectif qui recevons ces films, on ne peut pas exclure qu'il y ait une force politique au film, finalement parfois peut-être indépendamment de la volonté de celui qui l'a créé. J'ignore l'intention, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la réception que moi j'ai en tant que spectatrice, elle est souvent politique. Alors je ne voudrais pas non plus que ce soit un biais, donc je suis un peu prudente. On peut aussi juste apprécier des films, et d'ailleurs moi je suis très grand public, très téléphage, très grand public, et donc je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai confessé ça au moment où j'ai accepté d'être présidente du jury. Je devais quand même te dire aussi que j'ai passé des heures au carré à voir Autant n'emporte le vent, Dirty Dancing, Pretty Woman, Mes meilleurs copains, La Cité de la peur, des films qui ne sont pas forcément politiques, mais... La confession a été acceptée et approuvée. Mais que j'ai adoré, donc je ne veux pas non plus traduire un biais politique trop fort en tant que spectatrice. J'aime tout voir. Mais non, mais tu sais, politique, c'est-à-dire que ça c'est un véritable problème en France. En France, l'exercice de l'intellectualité, dirais-je, doit toujours se faire, soi-disant, en mettant les émotions de côté. Moi, j'ai pas de honte à dire que j'ai les larmes aux yeux qui viennent quand, donc je suis pas un intellectuel, qui me viennent aux yeux, au bord des yeux, en voyant tel film ou tel film. En France, c'est comme si on était coupable d'avoir des émotions. Il y a d'ailleurs une très belle interview de Roland Barthes chez Bernard Pivot qui parlait de ça, c'est-à-dire c'est insensible, voilà. Alors qu'il faut que la pensée puisse aussi être sensible aux émotions, voilà. Et quand on dit politique, c'est politique qui c'est pas uniquement pour une petite élite repliée sur elle-même, mais qui puisse toucher tout le monde, parce que finalement, comme disait Jaurès, le battement du cœur est unanime et universel chez tout le monde, quelle que soit la couleur de notre peau. J'allais t'emprunter le mot, au moment où tu le disais, le mot universel en fait, c'est cette dimension finalement presque universelle qui est fascinante dans la culture en général, dans les livres, dans les films, les spectacles, c'est que oui, ça peut parler à tout le monde en fait, à tout le monde au sens chaque individualité, chacun d'entre nous, et avec une force de communion, un message, universel. Et c'est d'ailleurs très en lien avec les valeurs qu'on défend évidemment au Conseil de l'Europe, et on est dans toute notre action, je dirais, qu'elle porte sur le social, la santé, l'éducation, le droit, l'indépendance de la justice et la culture, c'est notre driver, pour utiliser un mauvais mot français, ce souci en fait de valeurs universelles qui nous amène, et donc c'est
ce mot d'universel que je valide plus que politique. Oui, mais c'est pour ça que je disais politique au sens non politicien. Quoi. Tout à fait. Ouais. Et puis tu sais, il y a cette belle expression aussi, l'universel, c'est le local sans les murs. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit authentique aussi, c'est-à-dire que ça s'inscrive dans un vécu, dans un contexte réel. Absolument. Et que ça ne justifie pas le repliement sur soi, mais au contraire l'ouverture. Que ce soit inclusif et pas exclusif. Et je suis aussi très content de ce que tu as dit, que je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire qu'un film ne signifie pas uniquement, ne produit pas du sens, si on préfère, uniquement par l'intention qu'en a le réalisateur, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui se rajoutent à l'insu du plein gré, diraient les guignols de l'info, du réalisateur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis tu as évoqué la Corée. Alors je voudrais juste, mais tu parlais de combat pour l'exception culturelle, qui est l'instrument pour mettre en place la diversité culturelle. Tu as parlé de la Corée du Sud. Moi, je voudrais juste évoquer un épisode qui a eu lieu en 2006. Il y avait des négociations de la Corée avec l'OMS, l'Organisation mondiale l'OMC, pardon, du commerce. Et ils voulaient vendre davantage de voitures, quoi, les Sud-Coréens. Et les États-Unis étaient d'accord, mais au dernier moment, ils ont mis une réserve en disant vous avez des quotas pour vos films, donc si vous n'enlevez pas ça, nous, on ne pourra pas acheter, vous mettrez des quotas pour vos voitures. Et la Corée du Sud, qui avait une loi de 1986, donc pulvérisée 20 ans après, disait que chaque salle de cinéma devait montrer 176 jours par an un film coréen, ce qui a provoqué une explosion du cinéma coréen. Et alors donc quand on dit que c'est uniquement le libéralisme, comme Nicolas Sarkozy disait de façon peu réfléchie, il faut le reconnaître que si les gens vont voir des films, c'est parce qu'ils sont bons, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce qu'on va voir des films qui ont une promotion et qui ont les moyens de faire une promotion. C'est toujours lié à des combats économiques. Même les États-Unis, mine de rien, font des... et je ne suis absolument pas contre le cinéma américain, bien au contraire. C'est contre les monopoles qu'il y a lieu de se battre. Quel âge ont tes enfants? Ils ont 12, 10 et 6 ans. D'accord. Je te pose la question pour la raison suivante. Mettons que leur éducation, tu la prends en charge à partir du moment où ils vont avoir 15 ans. Partant du principe qu'il y a toujours une part d'enfants qui subsiste chez nous, quel que soit l'âge. Quels sont les 4 films et tu t'occupes de leur ouvrir la voie pour une éducation du 7e art. Donc quels sont les 4 films, autrement dit quels sont les 4 films importants à tes yeux, quoi, que tu leur recommanderais de voir absolument? C'est une autre façon de poser la question de quel film on emmène sur une île déserte, quoi, voilà. C'est ça. C'est très très dur. C'est mieux que d'être avec des enfants que sur une île déserte avec des films. C'est très très dur, franchement. Alors je vais laisser venir l'intuition, voilà, les films qui me viennent là. J'hésite entre César et Rosalie et Les choses de la vie, mais je pense que je reprendrai un des deux, ça c'est sûr, un film de Sautet, et j'essaierai de leur montrer ça. Je pense qu'en hommage aux heures que j'ai passées, parce que c'est un film très long à regarder tous les dimanches quand j'étais au lycée, Autant n'emporte le vent, ouais. J'emmènerai Autant n'emporte le vent de Fleming. Je pense que j'emmènerais, alors je ne sais pas si est-ce que, en tout cas je leur montrerai, est-ce que peut-être Icomica, parce que définitivement j'en ai beaucoup parlé et ça m'a beaucoup construite, donc, ou en tout cas un film retraçant un contexte, des combats politiques assez forts. Voilà, exactement. Une section spéciale qui est un film formidable. Oui, absolument. J'ai tellement, là le film qui me vient, je ne sais pas pourquoi, c'est Love Story. Parce que j'y ai pensé quand tu disais on n'ose pas pleurer au cinéma. Alors moi je pleure beaucoup devant ma télé, au cinéma, dans mes livres, et Love Story, j'ai tellement pleuré. C'est tellement une histoire dont j'aurais aimé réécrire la fin. Voilà, c'est le film dont et ça, je pense que si j'y pense et si j'aimerais aussi
les enfants, c'est peut-être pour ça, parce que la vie, on n'en écrit pas la fin, quoi. Voilà, on ne contrôle pas, en fait. Et c'est un film qui m'a peut-être, qui, je trouve, vient challenger, pardon pour le mauvais français là encore, mais qui vient, ça rend difficile de ne pas contrôler, justement, parce que c'est une fin horrible. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Jenny, non, je ne sais plus, l'héroïne meurt d'une tumeur, d'une leucémie, enfin horrible, après avoir rencontré l'amour de sa vie, donc voilà, ça arrive dans la vie, et ce film, pour moi, le traduisait de la façon la plus intense possible. Je dois déjà être à 4, non? Enfin, en tout cas, c'est super dur, parce que je suis à 3, bon, qu'est-ce que je dirais d'autre? Donc, un sautet, un politique, love story, Tourne porte le vent, non, ça fait 4. Oui, ça fait 4. Mais autant en porte le vent, qu'est-ce qui t'attire le plus? La belle moustache et le sourire de Clark Gable, oui. Ou le caractère un peu rebelle et fille capricieuse, enfin qui tient tête du personnage. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a vraiment, c'est un tel souvenir, c'est comme une madeleine pour moi. Voilà, c'est une petite madeleine, c'est que j'ai passé ça. Donc c'est des souvenirs de famille, voilà, à une époque bien donnée de ma vie, dont j'ai envie de me souvenir probablement, et donc ce film incarne ça. Et sur le fond du film, oui, je pense que le tempérament de l'héroïne, avec tout l'avantage et la force que ce personnage a, mais aussi les inconvénients, c'est que d'une certaine façon, son tempérament, son orgueil, et aussi ce qui la prive in fine de cet amour de cet homme, ça me parle, on va dire. Voilà, et puis c'est un roman, parce que je l'ai lu aussi, évidemment. Je suis d'ailleurs très contrariée par toutes ces tendances à vouloir réécrire des romans qui ont été écrits à un moment donné, parce que je sais qu'il y a eu aussi des tentatives dans ce livre. Polémiques de Ligue de Vertu, c'est-à-dire c'est très marrant, les Ligues de Vertu qui étaient très réactionnaires au XIXe siècle, aujourd'hui c'est les gens un peu bobos qui se veulent progressistes, qui pensent que c'est d'une puérilité. Alors bien sûr on peut critiquer l'aspect un peu paternaliste et l'esclavage à l'époque, qui ne critique pas l'esclavage du film, mais c'est toujours ça. Une œuvre d'art est complexe, la vie est complexe. Et elle traduit, ce que je disais, elle reflète un moment d'une société, et donc gommer le moment de cette société, pour moi, n'a pas de sens. Expliquer que ce moment est révolu, qu'il était porteur d'une idéologie qui n'est pas correcte, et que l'esclavage heureusement a été aboli, qu'il faut le condamner, qu'il faut s'en souvenir, ça c'est juste. Mais le gommer avec nos lunettes d'aujourd'hui, pour moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc ça donne une raison supplémentaire d'ailleurs de montrer ce film à mes enfants, pour leur expliquer aussi voilà, le contexte de l'esclavage à l'époque. C'est un film qui fait partie de la mémoire. Il faut avoir 3h30, 3h30, 3h40 de mémoire. Voilà. En tout cas, pour la personnalité, pour la beauté de ce film, qui est un film, alors je ne sais pas si on regarde aujourd'hui, c'est toi qui sais, mais des films avec cette lenteur aussi, d'une certaine façon, parce que ça prend du temps, c'est long aujourd'hui. C'est un défi, je pense, pour le cinéma aujourd'hui, l'accélération. Moi, j'entends dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent des films sur leur portable, qui accélèrent pour aller à la scène suivante. Enfin, donc il y a une question de cette temporalité finalement du cinéma. Est-ce que notre vie s'est accélérée, donc le cinéma doit s'accélérer, ou est-ce que voilà, ça pose plein de questions. J'espère que tu organiseras un débat sur ce sujet à l'Odyssée. On devrait s'en préoccuper. Oui, volontiers. Moi, je te donnerai déjà des éléments de réponse personnels. C'est que cette accélération du temps, elle est liée au fait qu'on essaye d'avoir des films qui soient les plus consensuels possibles pour des raisons économiques. Donc le sujet du film ne doit pas être dérangeant. Donc forcément le niveau de QI du spectateur auquel on s'adresse va être plus bas pour rassembler large. Et que donc s'il n'y a pas des contenus qui sont plus âpres, qui font réfléchir, on est obligé de compenser ça par le recours aux effets spéciaux. Et donc avec un montage rythme d'enfer, avec en quelque sorte une forme de bombardement sensoriel qui fait que le vide ou la vacuité du contenu est compensé par cette espèce de
maelstrom d'images et de sensations que l'on voit. Et évidemment, ce n'est pas une affaire gagnante forcément. Mais ça, c'est en tout cas ma petite expérience. D'ailleurs, jusqu'en 1996, le coût moyen d'un film hollywoodien était de 35 millions de dollars, coût moyen, coût cher évidemment. Et à partir de Titanic, eh bien, il monte à 65 millions parce que c'est les effets spéciaux, parce que c'est tout ça. Et donc maintenant, au lieu de réfléchir, eh ben, on a des types avec des robes style Moyen-Âge dans l'espace et des espèces d'effets électriques qui se battent, ça s'appelle la guerre des étoiles, et on a des tas d'effets spéciaux de ce genre. Là, tu parles de Titanic, évidemment, j'y avais pas pensé, mais c'est un film aussi très important pour plein de gens, je pense, que j'ai montré déjà qui est à mes intelligent enfants. d'ailleurs, oui, comme film. Très intelligent et qui a la même force, je crois, que Love Story, quand je disais, on a envie d'écrire une fin différente. Hein. Et en même temps, c'est ce qui fait la force du film, cette fin-là. Et on ne cesse d'avoir envie d'imaginer que Jack aurait pu monter sur le radeau avec Rose, et non. Et donc, cette question de la maîtrise, du contrôle, et de ce que reflètent les films, non, on ne contrôle pas la vie. Et je trouve que c'est un autre film qui a beaucoup, enfin pour moi, cette force de message-là aussi. Formidable. Écoute, Marie, là on arrive vers la fin de cette conversation. En tout cas, je tiens, et je pense que c'est le début d'une autre habitude, et puis que tu nous feras l'honneur et l'amitié de revenir. Je vais te poser 3 questions pour terminer. Quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Quelle est la question qu'il ne faut pas te poser? Et troisièmement, tu as le mot de la fin pour cela. Moi, je tiens au nom personnel, au nom de toute l'équipe, à t'exprimer mon admiration, ma reconnaissance et tous mes remerciements pour être venu nous éclairer de ta sensibilité, de ton intelligence et de l'élégance de tes analyses. Non, j'entends plus. Merci beaucoup. C'était là aussi un cadeau, en fait, un très bon moment que tu m'as offert avec cette conversation. La question que tu aurais pu me poser, c'est peut-être, mais je n'y répondrai pas, donc du coup, ce sera pour une prochaine fois. C'est le film que j'ai le moins aimé, peut-être, ou que j'ai détesté. Ou le film qui m'a laissé le plus indifférent, parce que ça fait partie aussi d'une certaine façon, mais j'élabore ça me vient aussi, j'aurais pu y répondre. Tu as quitté un film pendant une séance? Je crois que oui, mais une fois, je crois, mais je suis incapable de me souvenir duquel. Ça me chercherait. Ouais, ça m'est arrivé, mais une fois, très rare. Très rare. Jamais arrivé, alors qu'il y a beaucoup de films très mauvais que j'ai vus, mais c'est une espèce d'habitude, de respect de voir le film jusqu'à la fin. Très rare, je pense une seule fois, mais moi aussi je suis plutôt du genre à vouloir aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est peut-être une question, quel film vraiment j'ai détesté, quelle question il ne faut pas me poser. Alors ça, c'est peut-être mon biais de coach, parce que je suis aussi coach professionnel, j'ai été formée au coaching. Il n'y a pas de mauvaise question, après je suis libre de ne pas répondre. Ben oui, bien sûr. Mais donc il n'y a pas il n'y a aucune question qui me dérangerait, et en revanche je suis Marché propriétaire. Marché la voix, Georges Marché. C'est une excellente question, je vous remercie de m'avoir posé, et après il répond on ne répond pas. Donc je resterai propriétaire de mes réponses, mais tu restes propriétaire de tes questions. Voilà. Et donc pour finir, un grand merci pour ce moment. J'ai vraiment hâte de revenir dans cette magnifique salle dans quelques semaines, hein, c'est ça, pour le lancement de cette édition, le 6 octobre, cette édition du Festival Étoile. Je me réjouis parce que je sais que ça va être du temps qu'on a parfois un peu de mal à trouver, où on se demande comment on va composer dans un agenda compliqué, comme tu le disais, mais à chaque fois, c'est un réel bonheur. Donc j'ai hâte. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, chère Marie. À très 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 bientôt pour une autre conversation aussi. Et je vous dis au revoir. Au revoir.